Ce jour-là, lorsque Nelson Mandela posa pour la première fois le pied sur le sol mozambicain, une femme nommée Graça Machel observa la scène avec une intensité silencieuse, presque comme si un appel intérieur la poussait à être témoin de cet instant historique. Ce n'était pas encore le début de leur histoire personnelle, mais quelque chose en elle, une intuition profonde forgée par des années de lutte et de sacrifice, lui murmura qu'elle devait être présente. Des années plus tard, alors qu'elle avait entre 53 et 55 ans, Graça décida enfin de partager son récit avec le monde entier. Non pas simplement en tant que veuve d'une icône mondiale révérée, mais comme la femme qui avait marché à ses côtés, qui avait vu ses moments de vulnérabilité les plus intimes, et qui avait aimé l'homme réel derrière le mythe intouchable. Pendant des décennies, elle avait choisi le silence, observant patiemment tandis que le monde vénérait Mandela comme un symbole immortel de résilience et de réconciliation. Mais aujourd'hui, en levant le voile sur leur mariage, elle révèle une union qui a surpris beaucoup de gens, qui a supporté les doutes et les critiques, et qui a finalement confirmé des vérités longtemps murmurées dans les couloirs de l'histoire africaine, mais jamais pleinement assumées publiquement. Pour comprendre la profondeur de cette histoire, il faut replonger dans le contexte historique qui a façonné ces deux figures titanesques. Nelson Mandela, né en 1918 dans le village de Mvezo en Afrique du Sud, avait grandi sous le régime oppressif de l'apartheid, un système de ségrégation raciale institutionnalisé qui reléguait les Noirs à une citoyenneté de seconde classe. Dès ses jeunes années, Mandela s'était engagé dans la lutte contre cette injustice, rejoignant le Congrès national africain, ANC, en 1944 et devenant un leader charismatique de la résistance non violente, inspiré par Gandhi, avant de passer à des actions plus directes face à la répression du gouvernement. Arrêté en 1962, il fut condamné à la prison à vie pour sabotage et conspiration, passant 27 années derrière les barreaux, dont 18 sur l'île de Robben Island, où il endura des conditions inhumaines, travaux forcés dans une carrière de chaux, isolation et un régime alimentaire minimal. Pourtant, c'est là qu'il forgea sa philosophie de la réconciliation, refusant la haine et préparant mentalement une Afrique du Sud post-apartheid. Libéré en 1990, il négocia la fin de l'apartheid avec le président F.W. de Klerk, menant à des élections multiraciales en 1994 où il devint le premier président noir du pays. Son mandat unique, de 1994 à 1999, fut marqué par la création de la commission Vérité et Réconciliation, un effort pour guérir les plaies du passé sans vengeance, et par des réformes visant à réduire les inégalités raciales et économiques. Pour comprendre la profondeur de cette histoire, il faut replonger dans le contexte historique qui a façonné ces deux figures titanesques. Nelson Mandela, né en 1918 dans le village de Mvezo en Afrique du Sud, avait grandi sous le régime oppressif de l'apartheid, un système de ségrégation raciale institutionnalisé qui reléguait les Noirs à une citoyenneté de seconde classe. Dès ses jeunes années, Mandela s'était engagé dans la lutte contre cette injustice, rejoignant le Congrès national africain, ANC, en 1944 et devenant un leader charismatique de la résistance non violente, inspiré par Gandhi, avant de passer à des actions plus directes face à la répression du gouvernement. Arrêté en 1962, il fut condamné à la prison à vie pour sabotage et conspiration, passant 27 années derrière les barreaux, dont 18 sur l'île de Robben Island, où il endura des conditions inhumaines, travaux forcés dans une carrière de chaux, isolation et un régime alimentaire minimal. Pourtant, c'est là qu'il forgea sa philosophie de la réconciliation, refusant la haine et préparant mentalement une Afrique du Sud post-apartheid. Libéré en 1990, il négocia la fin de l'apartheid avec le président F.W. de Klerk, menant à des élections multiraciales en 1994 où il devint le premier président noir du pays. Son mandat unique, de 1994 à 1999, fut marqué par la création de la commission Vérité et Réconciliation, un effort pour guérir les plaies du passé sans vengeance, et par des réformes visant à réduire les inégalités raciales et économiques. Graça Machel, de son côté, naquit le 17 octobre 1945 dans la province de Gaza, au Mozambique, un pays alors colonie portugaise depuis le XVIe siècle. Le Portugal, sous la dictature de Salazar, maintenait un contrôle ferme sur ses colonies africaines, exploitant les ressources naturelles comme le coton et les minerais tout en imposant un travail forcé aux populations locales. Graça vint au monde dans des circonstances tragiques. Son père, un pasteur méthodiste et agriculteur engagé dans la communauté, mourut seulement 17 jours avant sa naissance, laissant sa mère élever 6 enfants dans un environnement rural marqué par la pauvreté et les inégalités. Dès son enfance, Graça fut confronté aux limites imposées aux filles dans une société coloniale patriarcale. L'accès à l'éducation était restreint et les opportunités pour les femmes noires étaient quasi inexistantes.
Pourtant, grâce à son intelligence et à sa détermination, elle excella dans les écoles missionnaires catholiques, où elle apprit non seulement les bases académiques mais aussi une conscience aiguë des injustices sociales. À l'adolescence, elle obtint une bourse rare pour étudier les langues à l'université de Lisbonne au Portugal, une opportunité exceptionnelle pour une jeune femme africaine à l'époque. Là-bas, de 1968 à 1973, elle s'immergea dans un monde intellectuel bouillonnant, apprenant le portugais, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol, et perfectionnant son Xitsonga natal. Mais Lisbonne fut aussi le berceau de sa radicalisation politique. Entourée d'étudiants anticoloniaux, elle assista à l'arrogance du pouvoir portugais, qui refusait de décoloniser ses territoires malgré les vents de changement qui balayaient l'Afrique. De retour au Mozambique en 1973, Graça rejoignit immédiatement le Front de libération du Mozambique, Frelimo, un mouvement nationaliste fondé en 1962 par Eduardo Mondlane et d'autres intellectuels exilés en Tanzanie. Le Frelimo, influencé par des idéologies marxistes et pan-africaines, menait une guerre de guérilla contre l'armée portugaise depuis 1964, visant à renverser le régime colonial et à établir un État indépendant socialiste. Graça, avec sa formation en éducation, devint une enseignante et une formatrice au sein du Frelimo, enseignant l'alphabétisation et la conscience politique aux combattants et aux civils dans les zones libérées. Elle travailla notamment à l'école secondaire de Bagamoyo en Tanzanie, où le Frelimo formait ses cadres. Son engagement n'était pas seulement intellectuel, elle participa à des missions risquées, transportant des messages et aidant à l'organisation logistique, tout en affrontant les dangers de la guerre, bombardements, mines antipersonnelles et répression. Le Frelimo, sous la direction de Samora Machel après l'assassinat de Mondlane en 1969, adopta une stratégie de guerre populaire prolongée, inspirée de Mao Zedong et du Vietnam, en mobilisant les paysans ruraux et en promouvant l'égalité des genres, un aspect révolutionnaire pour l'époque, qui permit à des femmes comme Graça d'accéder à des rôles de leadership. La révolution des œillets au Portugal en avril 1974, un coup d'État militaire qui mit fin à la dictature salazariste, accéléra la décolonisation. Le Mozambique obtint son indépendance le 25 juin 1975, après des négociations intenses et une transition chaotique marquée par l'exode massif des colons portugais, qui sabotèrent souvent les infrastructures en partant. Le Frelimo prit le pouvoir, établissant un État à parti unique socialiste, avec Samora Machel comme premier président. Graça, alors âgée de seulement 30 ans, fut nommée ministre de l'Éducation et de la Culture, devenant la première femme en Afrique indépendante à occuper un poste ministériel de ce niveau. Elle hérita d'un système éducatif en ruine. Sous le régime colonial, moins de 10% des Mozambicains étaient alphabétisés, et l'éducation était réservée à une élite blanche ou assimilée. Graça lança des réformes ambitieuses, campagnes d'alphabétisation massive, construction d'écoles dans les zones rurales et promotion de l'éducation des filles. En quelques années, le taux de scolarisation primaire passa de moins de 50% à plus de 90% pour les garçons et 75% pour les filles. Elle intégra des éléments culturels africains dans les programmes, combattant l'héritage colonial, et encouragea l'utilisation des langues locales aux côtés du portugais. Ces efforts n'étaient pas sans défi. Le pays était ravagé par la pauvreté, et bientôt par une guerre civile soutenue par l'Afrique du Sud et la Rhodésie, via le mouvement rebelle Renamo. C'est dans ce tourbillon révolutionnaire que Graça rencontra Samora Machel. Leur relation naquit d'un partenariat idéologique autant que personnel. Tous deux partageaient une vision d'un Mozambique libre, égalitaire et socialiste. Ils se marièrent en septembre 1975, quelques mois après l'indépendance, et eurent 2 enfants, Josina et Malangane. Graça devint première dame, mais refusa d'être une figure décorative. Elle continua son travail ministériel tout en soutenant les initiatives de son mari, comme la promotion de l'agriculture collective et la lutte contre le tribalisme. Malheureusement, la tragédie frappa en 1986, Samora mourut dans un accident d'avion suspect près de la frontière sud-africaine, probablement saboté par le régime d'apartheid. Graça, veuve à 41 ans avec 2 jeunes enfants, affronta un deuil profond, mais transforma sa douleur en action. Elle élargit son engagement à l'international, devenant une avocate mondiale pour les droits des enfants et des réfugiés. Lorsque Nelson Mandela et Graça Machel se rencontrèrent pour la première fois, au milieu des années 1990, lors d'une conférence sur la paix et la réconciliation en Afrique australe, ce ne fut pas le début d'une romance hollywoodienne. Tous deux étaient déjà des vétérans des combats pour la liberté, marqués par des vies de sacrifices incommensurables. Mandela avait quitté la présidence en 1999 après un seul mandat, choisissant de ne pas s'accrocher au pouvoir,
une décision rare en Afrique qui renforça son statut de sage continental. Il était admiré mondialement comme un symbole de résilience, ayant transformé sa nation d'un État paria en une démocratie arc-en-ciel. Graça, quant à elle, était une dirigeante redoutable à part entière, ayant survécu à la perte de son premier mari et continué à influencer la politique africaine. La connexion initiale fut discrète, presque imperceptible. Il n'y eut pas d'étincelles romantiques immédiates, pas de déclarations publiques grandiloquentes. C'était plutôt une reconnaissance mutuelle profonde, deux âmes qui se comprenaient instinctivement. Ils avaient tous deux enduré l'exil ou Mandela physiquement en prison, Graça émotionnellement après la mort de Samora, le sacrifice personnel et une perte insoutenable. Leurs conversations portèrent sur des thèmes qui leur étaient chers, les droits des enfants, les espoirs fragiles d'une Afrique australe postcoloniale, et l'éducation comme fondement essentiel de la liberté et de l'émancipation. Pourtant, sous ces échanges formels, coulait un courant plus profond, une empathie née d'expériences partagées. Deux leaders qui connaissaient le prix exorbitant du leadership, qui comprenaient le deuil d'une manière que peu pouvaient imaginer ou la perte de camarades, de familles, de liberté. Pendant des mois, ils restèrent en contact de manière discrète, échangeant des lettres manuscrites qui révélaient leurs pensées intimes, partageant des dîners privés loin des regards indiscrets de la presse. Mandela, divorcé de Winnie Madikizela Mandela en 1996 après un mariage tumultueux marqué par les années de prison et les controverses politiques, cherchait une stabilité émotionnelle. Winnie, une figure controversée de la lutte anti-apartheid, avait été accusée de violence pendant les années 1980, ce qui avait tendu leur relation. Graça, veuve depuis plus d'une décennie, avait élevé ses enfants seule tout en menant une carrière internationale. Lorsque les rumeurs de leur relation commencèrent à circuler dans les médias sud-africains et internationaux, le monde fut pris par surprise. Mandela avait presque 80 ans, un homme vénéré comme le père de la nation sud-africaine, un lauréat du prix Nobel de la paix en 1993 partagé avec de Klerk. Graça était plus jeune de 27 ans, toujours active comme femme politique et humanitaire, ayant reçu de nombreuses distinctions comme la médaille Nansen de l'ONU en 1995 pour son travail avec les réfugiés. Pour beaucoup, leur union paraissait improbable, presque incongrue. Des critiques émergèrent. Était-ce un amour véritable ou une convenance stratégique entre deux figures publiques habituées aux projecteurs? Certains en Afrique du Sud voyaient Graça comme une étrangère mozambicaine, craignant qu'elle n'éclipse l'héritage de Winnie, vue comme une héroïne de la lutte. D'autres spéculaient sur la différence d'âge, se demandant si Mandela, dans le crépuscule de sa vie, cherchait simplement une compagne. Mais ces critiques ne les ébranlèrent pas. Mandela, après des décennies d'examens incessants par la presse et les autorités, connaissait le prix de l'opinion publique et savait l'ignorer. Graça, souvent défini par ses mariages avec des hommes puissants au d'abord Samora, maintenant Nelson, refusa catégoriquement de laisser les commérages dicter ses choix personnels. Elle avait déjà prouvé sa force indépendante, et ce lien naissant n'était pas une dépendance, mais un partenariat égal. Leur lien s'approfondit non pas sous les feux des projecteurs médiatiques, mais dans la tranquillité du quotidien. Mandela trouva en Graça une partenaire qui lui offrait une stabilité émotionnelle rare, une intelligence aiguisée pour discuter de politique globale, et une tendresse qui apaisait les cicatrices de ses années de prison. Elle, de son côté, découvrit en lui un homme qui, malgré son envergure mondiale, la traitait comme son égal absolu, respectant son indépendance et ses accomplissements. Des anecdotes intimes révèlent la douceur de leur courtship. Mandela lui envoyait des fleurs cueillies dans son jardin, et ils passaient des heures à discuter de livres, de musique africaine traditionnelle et de l'avenir du continent. Graça raconta plus tard que leur amour n'était pas un coup de foudre, mais une croissance progressive. Nelson et moi étions ensemble quelque temps avant que l'amour ne vienne. Ce n'était pas l'amour au premier regard. Non, avec moi, les choses ne se passent pas comme ça. Le 18 juillet 1998, jour où Mandela fêta ses 80 ans, il lui demanda de l'épouser lors d'une soirée intime à leur maison de Houghton, un quartier aisé de Johannesburg. Leur mariage fut petit et privé, entouré uniquement de leur famille proche et d'une poignée d'amis intimes, dont l'archevêque Desmond Tutu qui officia la cérémonie. Seuls 16 invités étaient présents, et Graça, fidèle à son esprit moderne, refusa de promettre obéissance dans ses vœux, optant pour un partenariat égalitaire. Le monde extérieur explosa en frénésie médiatique, des titres comme Mandela épouse la veuve de Machel firent la une des journaux. Mais à ce moment-là, leur fondation était déjà inébranlable. Ce que les caméras ne captèrent pas, c'était la simplicité profonde entre eux, les éclats de rire nés de l'humour malicieux de Mandela, qui aimait taquiner Graça sur ses habitudes organisées,
et l'acceptation sereine que la différence d'âge, le statut social ou les spéculations externes ne pouvaient briser leur lien. Comme Graça le dira plus tard dans une interview émouvante, leur amour n'était pas construit sur l'illusion romantique ou la dépendance mutuelle, mais sur le rare cadeau du respect mutuel à une étape de la vie où tous deux comprenaient la véritable valeur de la compagnie authentique. Mandela, ayant perdu 2 épouses précédentes, Evelyn Maz en 1958 après un divorce, et Winnie en 1996, voyait en Graça une partenaire qui complétait son héritage sans l'éclipser. Elle, ayant aimé et perdu Samora, trouva en Mandela un compagnon qui honorait son passé tout en construisant un avenir partagé. L'homme derrière le mythe. Au moment où Graça devint l'épouse de Nelson Mandela en 1998, le monde avait depuis longtemps cessé de le voir comme un homme ordinaire. Pour beaucoup, il était intouchable, une figure quasi divine, lauréat du prix Nobel de la paix, père fondateur d'une Afrique du Sud libre, symbole dont la simple présence apaisait les tensions nationales et internationales. Des millions l'appelaient affectueusement Madiba, son nom de clan, ou Tata, père. Pourtant, Graça découvrit quelque chose de bien différent, une humanité cachée derrière la façade publique. Une fois les discours terminés, une fois les caméras éteintes, une fois les portes fermées la nuit, Mandela redevenait un homme simple, avec ses quirks et ses faiblesses. À la maison, Mandela n'était pas le mythe granitique, il était l'homme qui la taquinait gentiment sur sa cuisine mozambicaine épicée, qui laissait ses chaussettes éparpillées dans la chambre comme un adolescent distrait, qui insistait pour lire les nouvelles à voix haute chaque matin, même lorsque sa vue faiblissait à cause de l'âge et des années passées à fixer le soleil reflété sur la chaude Robben Island. Il était parfois têtu, refusant obstinément d'utiliser les appareils auditifs prescrits par les médecins, les repoussant d'un geste de la main en affirmant avec un sourire espiègle qu'il entendait parfaitement bien. Graça riait doucement avant de l'inciter patiemment à les remettre, révélant une dynamique conjugale ordinaire, loin de l'image solennelle du leader mondial. Dans ces instants quotidiens, elle comprit que sa discipline légendaire, forgée en prison où il organisait des débats intellectuels et des exercices physiques pour maintenir l'esprit vif, ne s'appliquait pas toujours aux petits détails du quotidien domestique. Mandela portait avec lui les cicatrices de la prison, visibles et invisibles. Graça se souvenait de nuits où le sommeil le fuyait, hanté par les souvenirs des camarades morts derrière les barreaux comme Ahmed Kathrada ou Walter Sisulu, avec qui il avait partagé des cellules, des éclairs de violence subis, et le poids écrasant des choix faits en tant que leader de l'ANC. Il n'avait jamais regretté son unique mandat comme président, une décision prise pour promouvoir la démocratie et éviter la corruption du pouvoir, mais il se demandait parfois à voix haute, lors de conversations nocturnes, s'il avait eu suffisamment de temps pour réparer les fractures profondes de l'Afrique du Sud, les inégalités économiques persistantes, où les Noirs restaient majoritairement pauvres malgré la fin de l'apartheid, ou les tensions raciales qui couvaient encore. C'était une facette de Mandela que peu avaient vue, un homme qui doutait encore, qui luttait intérieurement avec le prix humain de ses décisions historiques, comme la négociation de la transition pacifique qui évita une guerre civile mais laissa des cicatrices économiques. Et pourtant, même dans ces moments lourds, Mandela conservait un humour juvénile qui adoucissait les nuits sombres. Graça décrivait souvent son rire authentique, pas le profond éclat préparé pour les visites d'État ou les discours à l'ONU, mais le rire un peu bête, spontané, qu'il réservait à l'intimité du foyer. Il lançait de petites blagues, la taquinait sur ses engagements humanitaires incessants, et trouvait de l'amusement dans les choses les plus ordinaires, comme observer les oiseaux dans leur jardin ou commenter un match de rugby, sport qu'il avait utilisé pour unir la nation lors de la Coupe du Monde 1995. Pour un homme que le monde percevait comme du granit inébranlable, Graça le connaissait comme joueur, doux, parfois même fragile, un contraste poignant avec l'image publique d'un géant invincible. Leur vie privée ensemble n'était pas faite d'illusions grandioses ou de cérémonies ostentatoires. Elle était marquée par de longues conversations dans le jardin de leur maison à Kunu, le village natal de Mandela dans le Cap oriental, où ils parlaient de philosophie, de littérature africaine comme les œuvres de Chinua Achebe, ou des défis globaux comme la pauvreté et le VIH-Sida, épidémie que Mandela regrettait de ne pas avoir combattu plus vigoureusement pendant sa présidence. Ils partageaient des repas simples, inspirés des cuisines sud-africaines et mozambicaines, braai, barbecue, pour lui, matapa, feuilles de manioc, pour elle, et une complicité tranquille qui n'avait pas besoin de mots constants. Ils voyageaient souvent ensemble, assistant côte à côte à des conférences internationales, comme celle de l'ONU sur les droits de l'enfant, mais Graça veillait toujours à garder son nom et son identité intacts. « Je n'étais pas seulement sa femme », affirma-t-elle un jour avec fermeté lors d'une interview à la BBC. « J'étais moi-même avant lui, et je suis restée moi-même avec lui. »
Cette indépendance était cruciale. Même mariée à Mandela, elle continuait ses missions humanitaires, voyageant seule en Afrique. Quand la santé de Mandela commença à décliner dans les années 2000, Graça devint non seulement sa compagne, mais aussi son aidante dévouée. Mandela, ayant enduré des décennies de travaux forcés en prison qui avaient endommagé ses poumons, il souffrait de tuberculose contractée à Robben Island, et son système immunitaire affrontait les ravages de l'âge. Problèmes respiratoires récurrents, arthrite, et une prostate traitée par radiothérapie en 2001. Lors de la cérémonie de clôture de la Coupe du monde de football 2010 à Johannesburg, un événement qu'il avait ardemment soutenu pour unir le pays, des millions de personnes la virent soutenir doucement son bras, stabilisant cette silhouette autrefois indomptable qui apparaissait désormais frêle dans un kart de golf. En privé, elle avoua que voir sa force s'éteindre fut l'une des épreuves les plus dures de sa vie. Cet esprit, cette étincelle, vous voyez qu'elle disparaît, confia-t-elle à une chaîne sud-africaine en 2009, la voix empreinte d'une douleur contenue. Elle comprenait que cela faisait partie du cycle naturel de la vie, mais cela la faisait souffrir profondément, rappelant le deuil de Samora. Une femme qui s'est tenue debout par elle-même bien avant que son nom ne soit lié à celui de Nelson Mandela, Graça Machel s'était déjà taillé une place indélébile dans l'histoire africaine. Née dans le Mozambique rural en 1945, elle entra dans le monde sous le signe de la tragédie, mais transforma cette vulnérabilité en force. Élevée par une mère résiliente dans une mission catholique, elle grandit avec une conscience aiguë des inégalités. Les filles étaient souvent destinées au mariage précoce et aux tâches domestiques, tandis que les garçons accédaient à l'éducation. Pourtant, Graça refusa ces barrières dès son plus jeune âge, excellant dans ses études et obtenant cette bourse pour Lisbonne qui changea sa trajectoire. Ses années à l'étranger la radicalisèrent davantage. Elle rejoignit des groupes étudiants de résistance, lisant des auteurs comme Frantz Fanon et Amilcar Cabral, qui théorisaient la décolonisation africaine. En 1973, elle intégra le Frélimo en pleine guerre d'indépendance, travaillant comme institutrice tout en participant à la lutte armée. Lorsque le Mozambique obtint son indépendance en 1975, Graça fut propulsée au cœur du pouvoir, transformant un système éducatif colonial élitiste en un outil de libération collective. Son premier mariage avec Samora Machel fut autant une union d'idéaux qu'une union de cœur. Ensemble, ils rêvaient de remodeler un pays tout juste libéré de la domination portugaise, en promouvant le socialisme africain et l'égalité. Mais la tragédie de 1986 la laissa veuve, et au lieu de se retirer, elle élargit son action. En 1996, son rapport révolutionnaire pour les Nations Unies sur l'impact des conflits armés sur les enfants, le premier du genre, attira l'attention mondiale sur les enfants soldats, les orphelins de guerre, et les traumatismes psychologiques, influençant des politiques internationales comme la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle reçut de nombreuses distinctions, le prix Africa en 1992 pour ses efforts contre la faim, la médaille Nansen en 1995 et une reconnaissance de la reine Elisabeth II en 1997 comme Dame commandée of the Order of the British Empire. Son leadership s'étendit à l'éducation supérieure. De 1999 à 2019, elle fut chancelière de l'Université du Cap, puis présidente de la SOA à l'Université de Londres en 2012 et chancelière de l'Université africaine du leadership en 2016. Elle cofonda The Elder en 2007 avec Mandela et Desmond Tutu, un groupe d'anciens leaders mondiaux s'attaquant aux crises globales, du Moyen-Orient au mariage des enfants. Aujourd'hui, en 2025, Graça reste l'une des voix les plus influentes pour les droits des femmes, la santé maternelle et l'autonomisation des jeunes en Afrique. Par exemple, en avril 2025, elle a donné une lecture puissante au Centre for African Studies, appelant à un leadership moral face aux crises climatiques et économiques. En mars 2025, son Graça Machel Trust a souligné le pouvoir transformateur des réseaux de femmes entrepreneurs dans 20 pays africains, et elle prépare le Women Creating Wealth Summit en octobre 2025 à Nairobi, visant à booster l'entrepreneuriat féminin. Elle a également été honorée dans les Nelson Mandela Graça Machel Innovation Awards en mai 2025, marquant le 20e anniversaire, et l'African Studies Association a annoncé les bourses Samora Graça Machel Presidential Fellow en juin 2025. Lorsqu'on lui demanda récemment, lors d'une conférence virtuelle en juillet 2025 organisée par The Elder, ce qu'elle espérait que l'on retiendrait d'elle, Graça fit une pause réfléchie avant de répondre « Que j'ai vécu pleinement, que j'ai donné le meilleur de moi-même, que j'étais plus que l'épouse de quelqu'un ou j'étais l'avocate de quelqu'un, l'enseignante de quelqu'un, le miroir de quelqu'un qui reflétait les aspirations d'un continent. » C'est un héritage lié à celui de Mandela mais qui ne s'y réduit pas.
Elle l'honorait en l'humanisant, en rappelant ses luttes humaines, et elle s'honore elle-même en refusant de disparaître dans son ombre. L'histoire se souvient de Nelson Mandela comme d'une légende inébranlable. Mais grâce à Machel, nous nous rappelons qu'il fut aussi un mari aimant, un père regrettant ses absences, et un homme qui lutta comme n'importe qui d'entre nous. Pensez-vous que voir nos héros comme des êtres humains, avec leurs failles et leurs doutes, les rend plus inspirants ou moins? Partagez vos réflexions ci-dessous dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a touché, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires inspirantes sur les figures qui ont changé l'Afrique et le monde.